tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Alors le blocage reste donc total après 11 jours de conflit et à l'évidence, il ne faut attendre aucune avancée avant la 13e journée de mobilisation de mardi. Alors dans ce contexte, quel est le scénario de sortie de crise privilégié au gouvernement ? En clair, comment concilier l'inconciliable et puis comment répondre aussi aux craintes des enseignants puisque vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse et de tous ceux qui redoutent d'être lésés par le système à point appui à 6 jours des vacances de Noël. Comment assurer aux Français la liberté de se déplacer pendant les fêtes. Mais si vous le voulez bien, Gabriel Attal, on va commencer par cette polémique autour des propos de Jean-Luc Mélenchon sur la défaite de Jérémy Corbyn aux élections législatives en Grande-Bretagne. La faute, selon le leader de la France Insoumise, à la grossière, et je cite Jean-Luc Mélenchon, à la grossière accusation d'antisémitisme du grand rabbin d'Angleterre et des réseaux de Likoud. Mélenchon qui conclut ainsi vendredi sa note de blog, les oukases arrogantes des communautaristes du CRIF, c'est non et non et c'est non. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est des propos qui sont gravissimes. Pourquoi ? Gravissimes parce que ils laissent penser, ils laissent entendre qu'on pourrait imputer une défaite politique, celle de Jérémy Corbyn, à des réseaux, il parle de réseaux du Likoud, des réseaux juifs. Et c'est des thèses, des théories qui sont tout simplement infamantes. Et moi, je souhaite qu'ils s'en expliquent. Théorie, thèse infamante, ça veut dire quoi ? On va préciser les choses, hein. C'est-à-dire parce qu'il y a des sous-entendus peut-être dans ce que vous dites. C'est des thèses antisémites ? C'est des thèses qui sont en tout cas infamantes et moi je souhaite qu'ils s'en expliquent parce qu'elles peuvent effectivement laisser penser et rappeler des thèses qui ont été véhiculées à l'époque par Doriot, Déa ou autres, c'est-à-dire le fait que les juifs seraient organisés en sous-marin dans la société et influeraient sur des décisions politiques ou autres. Et ça c'est pas acceptable. Donc Jean-Luc Mélenchon doit s'expliquer sur ces propos qui sont absolument inacceptables. Déa, Doriot, c'est la collaboration. Vous faites un parallèle entre pas entre les hommes, mais entre la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et ce qu'ont fait Doriot, Déa pendant la guerre. Ce que je le dis, c'est que ces propos sont gravissimes et jettent le trouble et qu'il doit s'en expliquer. Parce que à ce stade, c'est comme ça qu'ils peuvent être lus et qu'ils peuvent être vus. Comme ça qu'ils peuvent être lus et vus, c'est-à-dire ? En rappelant des thèses qui ont été véhiculées d'ailleurs à toutes les époques, mais qui ont toujours eu en commun de pointer du doigt les juifs et de les accuser de tous les maux et notamment d'avoir un impact sur des décisions politiques. Et ça, c'est pas acceptable d'avoir ces sous-entendus qui soient relayés par une personnalité politique de premier plan. Quand vous dites les thèses, c'est la thèse du complot juif en gros, c'est ça que vous dites ? Oui, c'est ça, c'est à ça que ça renvoie et c'est ça que ça rappelle. C'est pour ça qu'il doit s'expliquer. Il doit clairement dire si oui ou non c'est à ces thèses qu'il renvoie par les propos qu'il a publiés sur, je crois, son blog. Il doit s'expliquer, il doit s'excuser ? S'expliquer et donc s'excuser, je pense. S'il estime que ses propos ont été mal compris et que ça n'est pas à ça qu'il faisait référence, dans ce cas, il doit effectivement s'excuser, mais en tout état de cause, c'est absolument pas acceptable. Et comment vous expliquez cette stratégie du leader de la France Insoumise ? Qu'est-ce qu'il cherche ? En ayant parlé ainsi, parce que il parle des élections en Grande-Bretagne et il cite quand même le CRIF. Oui, il cite aussi le CRIF. Le grand rabbin de Grande-Bretagne. Il fait un mélange, le grand rabbin britannique, le CRIF, le Likoud. C'est absolument incompréhensible et inadmissible d'avoir de tels propos. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Quel soupçon il veut jeter sur les juifs, sur les institutions ? C'est absolument pas compréhensible et acceptable. Jean-Luc Mélenchon très régulièrement donne des leçons de République et je note qu'il ne se les applique pas toujours à lui-même et donc il doit s'expliquer. Et quand vous faites ce parallèle entre Mélenchon, Doriot, Déa, ça veut dire que quelque part vous posez cette question, est-ce que la France Insoumise est antisémite ? Moi, je fais pas de parallèle précisément. Je m'applique ce que lui ne s'applique pas à lui-même, c'est-à-dire de faire toujours attention à ce qu'on dit. Ce que je dis, c'est que les propos tels qu'ils ont été écrits, tels qu'ils peuvent être lus, laissent penser à des thèses qu'on a toujours entendues et qui sont absolument inacceptables dans le débat public, dans la République, et que donc il doit s'en expliquer. Et est-ce que si c'est le cas, si ce que vous dites est juste, si on peut faire in fine un parallèle entre Mélenchon, Doriot, Déa, est-ce qu'il pourrait y avoir un axe brun-rouge, un axe entre la France Insoumise et le Rassemblement National, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ? Ce qui est certain, c'est qu'on voit maintenant depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, ce qui s'apparente à une stratégie de vase communicant entre les deux électorats insoumis et Rassemblement National. Entre les deux électorats ou entre les deux leaderships ? À travers les leaders, les électorats. J'ai écouté attentivement Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière, je crois qu'il s'exprimait
à Marseille, et il a estimé que c'était un grand progrès, je cite, de la part de Marine Le Pen que de se mobiliser contre la réforme. Je crois qu'il a parlé de l'humanisme de Marine Le Pen. Des retraites. Ouais. Et en cela, il lui a donné un brevet de représentante des revendications sociales populaires, en tout cas telles que Jean-Luc Mélenchon les considère. Et ça, c'est absolument pas acceptable. On peut pas légitimer Marine Le Pen comme une représentante légitime des revendications sociales populaires. Et en ça, il y a, oui, c'est ce que il y a une stratégie de vase communicant qui me semble extrêmement dangereuse. Qui cherche à quoi ? Une stratégie de vase communicant qui cherche pour Mélenchon à essayer de capter une partie de cet électorat du Front National ou du Rassemblement National pour réussir en 2022 ce qu'il avait, qu'il avait échoué en 2017. Bien sûr, dans une stratégie purement électorale. D'ailleurs, on voit dans des sondages, dans des études d'opinion régulièrement maintenant qu'une part importante des électeurs de la France insoumise seraient prêts à voter pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et moi, je ne peux pas imaginer que Jean-Luc Mélenchon le souhaite. En tout cas, dans ses déclarations régulières et ses appels à la République, ça n'est pas ce qu'il semble dire. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il sorte de cette ambiguïté et qu'il clarifie ses positions. Et ça peut conduire à quoi, ce genre de stratégie ? D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, d'un côté du côté du Front National, du Rassemblement National et du côté de la France Insoumise, à une alliance objective entre les deux partis, entre les deux leaders dans la perspective de 2022. Aujourd'hui, j'entends pas Jean-Luc Mélenchon dire, bien heureusement, qu'il est prêt à une alliance avec Marine Le Pen pour 2022. Est-ce que ça peut la faciliter ? Mais en tenant ce genre de propos, c'est des vases communicants électoraux qui sont facilités, et c'est potentiellement plus tard des alliances qui peuvent être préparées. Et ça, évidemment, on ne le souhaite pas pour notre pays. Et alors, c'est quoi ? C'est un axe politique ou un axe social ? On voit qu'il y a des revendications sociales et des lignes politiques sur, par exemple, la réforme des retraites qui se rejoignent sur le fond. Donc sur le fond, notamment, sur la retraite à 60 ans. Oui, on voit bien que... Des deux côtés. On voit bien que le discours sur la réforme des retraites, que ce soit celui du Rassemblement National ou de la France Insoumise, est le même sur le fond. Ils appellent à retirer d'un bloc le projet, ils n'y voient rien de positif, et ils appellent tous deux au retour de la retraite à 60 ans. C'est un parallèle qu'on peut faire. Maintenant, moi je ne dis pas que c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon soutient le Rassemblement National ou autre. Mais ce qui est certain, c'est que sur le fond, on voit qu'il y a une forme de convergence des propositions et des positions sociales. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important d'être très clair et sans ambiguïté sur la vision politique de Jean-Luc Mélenchon et sortir de cette ambiguïté vis-à-vis du Rassemblement National. Alors, ce qui nous conduit à parler du mouvement contre la réforme des retraites, donc après 11 jours de grève dans les transports et à 2 jours de la 3e mobilisation des syndicats et puis des opposants politiques, les transports sont toujours paralysés. Est-ce qu'il y a encore un moyen de sortir de la crise ? En tout cas, nous on le souhaite et on fait tout pour. On fait tout pour, en ayant concerté pendant 4 mois avec les organisations syndicales, avec les Français, en ayant donné un certain nombre de garanties face à des inquiétudes, en ayant progressé sur un certain nombre de points suite aux propositions des organisations syndicales et notamment de la CFDT. Je pense à la question de la pénibilité, sur laquelle on a annoncé un certain nombre de choses et sur laquelle le Premier ministre s'est exprimé. Maintenant, il faut continuer le dialogue. Le Premier ministre l'a dit, ma porte reste toujours ouverte. Je crois qu'il reverra les organisations syndicales réformistes en début de semaine. Donc après, a priori, après la manifestation de mardi. Hein. Oui, après les manifestations de mardi. Dans la suite de la mobilisation de mardi pour avancer avec eux. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a encore des blocages. Et moi, j'ai une pensée pour ceux qui en sont les victimes, les premières victimes. Parce que ces blocages, ces grèves, elles touchent jamais les puissants. Elles touchent jamais ceux qui décident. Eux, ils trouvent toujours une solution. Elles touchent ceux qui triment au quotidien pour aller bosser et qui doivent prendre les transports en commun, qui n'ont pas d'autre choix, qui peuvent pas rater une journée de travail, qui sont pas forcément dans des entreprises qui permettent d'adapter les horaires ou de faire du télétravail, qui travaillent tous les jours. Et c'est les scènes qu'on voit se multiplier. Ça touche, vous voulez dire que ça touche quelque part la France d'en bas. Ça touche par exemple les femmes de ménage, les aides-soignants, des gens qui travaillent très loin du centre des villes, qui ont besoin des moyens de transport pour travailler et qui aujourd'hui sont quelque part souvent
au chômage technique. Oui, empêcher. Ceux qui ont les moyens, ils peuvent toujours payer une nounou pour garder leurs enfants quand la crèche ne fonctionne pas. Ceux qui ont les moyens, ils peuvent toujours prendre un taxi pour aller travailler, même s'il y a des embouteillages, parce que ils peuvent pas prendre les transports en commun. Par contre, il y a des Français, des centaines de milliers, peut-être des millions de Français, qui n'ont pas les moyens de ça et qui se retrouvent complètement bloqués et empêchés. Et moi, je pense que c'est à eux, en tout cas, que je veux m'adresser pour leur dire qu'on a conscience que cette situation est très difficile et qu'on agit pour arriver à en sortir. Mais évidemment, en sortir, ça peut pas être renoncer à nos réformes et aux projets qui ont été portés devant les Français. Alors, on va parler du point précis de Noël. Mais d'abord, la déclaration de Laurent Berger aujourd'hui dans le JDD qui vous dit qu'il faut sortir pour qu'il y ait un accord entre les syndicats réformistes, donc la CFDT et le gouvernement. Il dit qu'il faut sortir de l'âge d'équilibre, c'est-à-dire ne pas parler de l'âge pivot à 64 ans du projet de loi pour sortir de la crise. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous lui dites banco? Moi, ce que je réponds, c'est que on mange notre chapeau. D'abord, et puis ce que j'entends, on arrive à un accord. D'abord, ce que j'entends, c'est qu'il appelle à, comme il dit, sortir de l'âge d'équilibre, mais pas à sortir de l'équilibre tout court. Ce qui est pour moi un progrès, ce qui est important d'être dit, c'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause le fait qu'il faut que notre système soit équilibré à horizon 2025-2027 pour qu'on puisse avancer. Pour moi, c'est très important cette question de l'équilibre. C'est pas juste un sujet budgétaire et comptable. Hein. Moi, je suis en charge de la jeunesse, je suis jeune. Toutes les décisions qu'on prend qui ne sont pas financées, elles seront financées un jour par les jeunes générations aujourd'hui qui auront des choix très difficiles à faire. Et j'ai entendu pourtant la présidente de l'UNEF qui disait, nous, on a à peu près 20 ans et puis on se voit mal travailler jusqu'à 67 ans. Oui, bah écoutez, c'est sa vision. Moi, quand je rencontre des jeunes, j'en vois beaucoup dans les missions locales, dans les centres d'apprentis, dans les universités, des jeunes très différents. Ce qu'ils ont en commun, c'est avant de se poser la question de leur retraite, d'abord de se poser la question du travail. Ils veulent pouvoir bosser, ils veulent pouvoir fonder une famille, ils veulent pouvoir s'émanciper. C'est pour ça qu'on agit beaucoup sur la formation, mais 15 milliards d'euros sur le sujet. Et je pense pas que les jeunes se lèvent en rêvant d'être à la retraite le plus vite possible. Ils se lèvent en rêvant de trouver un emploi et de pouvoir travailler et d'être libre et émancipé. Donc il y a des discours politiques de certains syndicats ou mouvements politiques qui sont des discours militants, mais moi c'est pas des thèses auxquelles je souscris. Alors on revient sur Laurent Berger. Donc il vous dit, vous ne parlez plus d'âge pivot et puis on arrive très rapidement à un accord. Vous dites, qu'est-ce que vous lui répondez? Moi je disais à l'instant que c'est bien de ne pas entendre la CFDT appeler à renoncer à l'équilibre. À partir de là, nous, pour atteindre l'équilibre de notre système de retraite, on a proposé 7 âges pivots à 64 ans qui a été annoncé par le Premier ministre. À partir de là, il a été dit très clairement que les organisations syndicales, et c'est pour ça que le Premier ministre va les revoir, peuvent tout à fait proposer une autre solution pour parvenir à l'équilibre ou des adaptations sur cette solution. Mais pour moi, les choses sont très claires. Si autre solution il doit y avoir, il va falloir être très imaginatif et très inventif. Parce que pour l'instant, les autres solutions qui sont sur la table, c'est de baisser les salaires en augmentant les cotisations, ou c'est de baisser les pensions en prenant des décisions. Ou c'est d'utiliser les réserves de la CADES. Enfin, ça, j'ai pas vu de proposition extrêmement claire pour l'instant sur ce sujet-là. Les réserves, c'est pas quelque chose de très structurel par définition. Ça permet de gagner 2 ou 3 ans. Hein. Enfin, on est ouvert à voir toutes les propositions. Mais pour moi, il est absolument impossible qu'on augmente les cotisations des salariés ou des entreprises d'ailleurs, ou qu'on baisse les pensions. Donc à ce stade, c'est le fait de travailler plus longtemps qui a été décidé. Et pour moi, ça a aussi du sens. Je veux dire, on voit qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut sauver notre régime par répartition. Un régime par répartition, c'est quoi? C'est dire que c'est des gens qui travaillent qui financent les retraites de ceux qui ne travaillent plus. Il y avait 4 actifs pour un retraité il y a 50 ans. On va arriver aujourd'hui à 1 actif et demi par retraité. Donc on voit bien qu'il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Et donc sans doute qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Et pourtant les opposants vous disent, notamment les opposants politiques, on en a parlé tout à l'heure, France Insoumise, Rassemblement National et une grande partie de la gauche, ils disent, pour régler ce problème, c'est la retraite à 60 ans. Bah, on voit que, au contraire, ça ne règle pas le problème, ça l'aggrave. Et que si retraite à 60 ans il y aurait encore plus de retraités plus tôt et moins d'actifs. Et donc en fait, c'est eux qui préparent la sortie du régime par répartition en prenant ces propositions. Et quand vous nous dites ça par rapport à Berger, on se dit comment sortir de cette crise par un accord gagnant-gagnant entre le pouvoir et les syndicats réformistes, puisque les autres ne veulent pas d'accord. Moi, je me suis engagé en politique derrière l'idée de la social-démocratie. Et je crois au compromis social. Je crois qu'on peut arriver entre un gouvernement progressiste et des organisations syndicales réformistes, progressistes, à
un accord et un compromis. Et ça veut dire que chacun doit faire un pas. C'est-à-dire que on accepte que la réforme ne soit pas chimiquement pure aux yeux de l'un ou de l'autre. Le pas du gouvernement, ça peut être quoi ? On va travailler avec eux, on va regarder. On a déjà fait un certain nombre de pas, je veux quand même le rappeler. On a fait des pas sur le fond et sur le cœur de la réforme avec des annonces sur la pénibilité, sur le fait qu'on va reprendre des propositions de la CFDT pour que les gens qui ont un travail pénible puissent partir avant les autres, pour que les aides-soignantes, par exemple, 2 ans avant la retraite, puissent travailler à temps partiel en étant payées à temps plein. C'est quand même des engagements qui sont extrêmement forts, qui ont été pris par le Premier ministre. On a fait aussi un pas en disant que le retour à l'équilibre que le COR, le Conseil d'orientation des retraites, appelait pour 2025. On était prêt à l'envisager quelques années plus tard, en 2027. Donc, ces pas-là, ils ont été faits. Il faut aussi que les organisations syndicales acceptent de faire des pas. Vous dites chacun doit faire un pas. Est-ce que ça veut dire que, en vous entendant, c'est l'impression que vous donnez, que le gouvernement a fait tous les pas qu'il devait faire ou pouvait faire et qu'il n'y en a plus à faire? Non, ça n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai voulu montrer qu'on avait déjà fait des pas. Et que donc, on était bien dans cette logique et dans cette dynamique d'arriver à un compromis avec notamment la CFDT. Donc, on peut pas venir à un accord gagnant-gagnant. L'objectif, c'est d'arriver à un compromis social et de pouvoir avancer autour de cette réforme dont je rappelle qu'elle a été inspirée et souhaitée par la CFDT. Le système par points, c'est une idée qu'ils ont poussée depuis extrêmement longtemps. Donc c'était le volet systémique de la réforme, mais qui refusait dès le départ le volet paramétrique. Oui, mais on voit bien que moi, je suis toujours surpris par cette opposition paramétrique systémique. Si on veut un système qui fonctionne, il faut qu'il soit à l'équilibre. Ça, moi, je suis très lucide là-dessus. Et tous ceux qui disent, finalement, le déficit, c'est pas très grave, ça arrive dans très longtemps, c'est des personnes qui sont en train de contracter un impôt sur la tête de toute ma génération. Et ça, moi, je l'accepte pas. Et ce raté avec la CFDT, puisqu'il y a eu un raté quand même avec la CFDT, c'est dû à quoi? Un excès d'arrogance du Premier ministre de la part d'Édouard Philippe ou un problème de communication de l'ensemble de la majorité du gouvernement? Non, mais il y a une grande humilité de la part de la majorité du gouvernement et une vraie envie d'avancer avec les organisations syndicales. Mais avancer avec les organisations syndicales, arriver à un compromis social, c'est pas reprendre de A à Z les revendications qui sont portées par les organisations syndicales. Sinon, on n'est plus dans le compromis. On est dans une forme de substitution à la décision politique. Or, on a été élu, Emmanuel Macron a été élu, les Français lui ont donné une majorité autour d'un programme qui est clair. Et c'est normal qu'aujourd'hui, on cherche à l'appliquer. Et dans ce programme, il y avait quand même la remise en ordre de nos finances publiques. Mais pourtant, un certain nombre de ministres, je ne sais pas quelle était votre position, au départ, avaient conseillé à Édouard Philippe et à Emmanuel Macron de ne pas s'engager sur cette réforme paramétrique, c'est-à-dire sur cet âge pivot. C'est toujours facile de dire quand il y a des difficultés, mais ça a été votre cas ou pas? Je proposais ça. Par définition. Vous, qu'est-ce que vous proposiez? Mais par définition, maintenant, le Premier ministre a annoncé la réforme et on en est tous solidaires. Il n'y a pas de sujet sur ce point-là. Moi, ce que je dis, c'est que c'est compliqué d'envisager une réforme systémique sans que l'équilibre soit garanti pour la porter. Et vous avez entendu Marine Le Pen ce matin qui dit en gros c'est du pipeau, c'est faux, c'est un mensonge. Il n'y a pas de problème de déficit du régime de retraite. Alors je ne l'avais pas entendu ce matin, mais je ne suis pas très surpris par cette déclaration. C'est infinitésimal. Il y a 8 milliards de déficit sur 320 milliards de budget, donc c'est rien. Et on peut se passer de cette réforme de l'âge pivot. Peut-être que 8 milliards, c'est rien pour Marine Le Pen. On n'a peut-être pas les mêmes ordres de grandeur. En tout cas, on voit bien ça ne surprend pas quand on connaît son irresponsabilité absolue. C'est d'ailleurs pour ça que les Français n'ont pas voulu l'élire chef de l'État. Comment on peut dire que c'est pas grave qu'il y ait des déficits dans notre pays? Encore une fois, c'est des impôts qu'on contracte sur la tête des jeunes générations qui plus tard auront des décisions extrêmement difficiles à prendre. Alors avec dans ce contexte, Gabriel Attal, le risque de paralysie du pays pour Noël. Alors quand Édouard Philippe, il dit ça dans Le Parisien, considère qu'il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Qu'est-ce que ça implique pour les syndicats, mais qu'est-ce que ça implique aussi pour le gouvernement? Pour le gouvernement, ça implique, je l'ai dit, que la porte soit toujours ouverte et que les syndicats puissent toujours venir. Oui, mais si ça aboutit sur un constat d'échec, comment vous faites pour permettre aux Français de bouger, d'aller passer Noël en famille? Déjà, on a annoncé un certain nombre de mesures qui s'appliquent en ce moment pendant la grève, mais qui s'appliqueront aussi par définition à Noël si la grève se poursuit, pour favoriser le covoiturage, pour ouvrir un certain nombre de voies pour permettre aux voitures en covoiturage de
de circuler. Non, mais c'est le problème du train surtout. Tout ça, ça va se poursuivre. Oui, mais on voit bien que... Covoiturage, c'est 3-4 personnes. Un train, c'est 1500 personnes. Mais on voit bien, j'entendais des responsables de plateformes de covoiturage dire qu'il y a énormément d'offres qui sont faites aujourd'hui sur les plateformes et que sans doute, il va y avoir un record historique de covoiturage. Évidemment, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des trains qui circulent. Donc, la SNCF, Monsieur Farandou, discute avec les organisations syndicales. Je trouve très positif le signal qui est envoyé par Laurent Berger. Je trouve ça très responsable de sa part. Pas de blocage du pays. Pas de blocage du pays à Noël. On voit aujourd'hui qu'il y a des organisations syndicales soutenues par des organisations politiques qui veulent prendre Noël en otage. Pour... Donc là, vous prendre Noël en otage, c'est le cas de la CGT, de Sud, oui. De la France Insoumise, soutenu par des organisations politiques comme la France Insoumise notamment. J'ai pas entendu les autres organisations politiques qui soutiennent ce mouvement et rejettent la réforme du gouvernement se désolidariser de cette idée-là. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire prendre Noël en otage ? Ça veut dire faire peser sur le Noël des Français une menace pour essayer d'obtenir ce qu'on veut. On sait que Noël, c'est extrêmement important dans la vie des Français. C'est un moment, d'ailleurs, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, important pour se retrouver en famille et pour partager des moments après une année qui a souvent été éprouvante ou difficile. Et, un an de gilet jaune, Et là, on voit qu'il y a des organisations syndicales qui veulent prendre ce moment-là en otage et dire aux Français, en gros, si le gouvernement ne fait pas exactement ce qu'on dit, vous ne pourrez pas fêter Noël. C'est un dictat ? C'est inacceptable. C'est un dictat ? Je ne veux pas lancer des anathèmes, mais c'est une prise en otage. Alors, vous dites c'est la faute aux syndicats, aux organisations politiques, en fait, il n'y en a qu'une, la France Insoumise qui les soutienne, donc aux syndicats, notamment à la CGT. Mais il n'y en a qu'une. On a vu le Parti Socialiste dans des manifestations les soutenir. Oui, mais ils ne disent pas il faut bloquer les transports pendant il faut le dire. Il faut le dire. Il faut qu'ils le disent. Qu'ils disent quoi, précisément ? Qu'ils disent qu'ils appellent à la trêve pour Noël. Précise que vous êtes issu du Parti Socialiste. Oui, j'en suis parti pour. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, je ne le regrette absolument pas. Mais qu'ils le disent. Qu'ils disent quoi précisément ? Olivier Faure doit dire quoi ? Olivier Faure doit dire. On précise qu'Olivier Faure, c'est pour ceux qui s'en souvenaient pas, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste. S'il est contre, s'il est pour une trêve à Noël et qu'il est pour que les Français puissent fêter Noël, qu'il le dise. Pour l'instant, on ne l'a pas entendu. On n'a pas entendu les organisations politiques qui soutiennent le mouvement. Je pense aussi d'ailleurs à Europe Écologie Les Verts. On les a pas entendus dire. Parce que Julien Bayou, le nouveau patron des Verts, dit c'est la faute au gouvernement. Je l'ai entendu effectivement hier. Il était interrogé et les journalistes lui demandaient très clairement s'il appelait à une trêve pour Noël pour que les Français puissent passer Noël. Il a refusé de répondre. Voilà. Donc on voit le niveau d'irresponsabilité d'un certain nombre de formations politiques. Et alors, donc vous dites, une partie des Français disent c'est la faute à la CGT, mais est-ce qu'in fine, les Français peuvent pas finir par se dire c'est beaucoup à cause du gouvernement. Est-ce que ça peut pas faire effet boomerang, se retourner contre vous ? On voit bien que c'est l'objectif de la manœuvre. C'est-à-dire l'objectif de la manœuvre. C'est de se dire on va mettre les Français en colère parce qu'ils pourront pas fêter Noël et donc ils seront en colère contre le gouvernement. Et si je suis là aujourd'hui et si on se démultiplie dans les médias pour expliquer ce qu'on fait, c'est bien pour montrer que notre main est tendue, que notre porte est ouverte, qu'on a montré qu'on a fait un certain nombre de concessions, de garanties face à des demandes des organisations syndicales et qu'on n'est pas du tout, nous, dans une logique de blocage et dans une logique de confrontation. Au contraire, on veut avancer. Et on considère qu'on avance mieux avec des partenaires, et notamment des partenaires réformistes qui sont d'accord avec nous dans les grands objectifs. Alors, dans ce genre de discussion, de rapport de force, il y a toujours la carotte et le bâton. Est-ce que le bâton, dans ce contexte de paralysie des transports, ça peut passer par une loi sur le service minimum, comme le souhaite la majorité LR du Sénat ? Est-ce que c'est un sujet, c'est un dossier sur lequel vous travaillez ? Non mais alors, d'abord, ce que je veux dire... D'ailleurs, on précise les choses, s'il y avait une loi sur le service minimum, ça ne s'appliquerait pas pour ce mouvement, parce qu'il n'y a pas d'effet rétroactif et il n'y a pas le temps de voter une loi dans ce contexte. Ce que je veux dire d'abord, c'est que c'est toujours très facile, quand on est dans l'opposition, de dire, nous, si on était dans la majorité, on ferait comme ça. Y compris quand on sait que c'est pas possible de prendre de telles mesures. Le droit de grève, il est constitutionnel. Et personnellement, moi, je ne souhaite pas qu'on change la Constitution pour supprimer le droit de grève. Parce qu'il a été à l'origine de conquêtes sociales extrêmement importantes, parce qu'encore aujourd'hui, il permet à des salariés de se défendre face à des décisions ou des situations difficiles. Et donc moi, je ne souhaite absolument pas qu'on revienne sur le droit de grève. À partir de là... Une loi ou pas ? À partir de là, et c'est ce qui avait été fait en 2008 par Nicolas Sarkozy, on peut regarder comment, tout en maintenant le droit de grève, on peut faire en sorte que
on en limite le plus possible l'impact difficile pour les Français, notamment quand ça dure très longtemps. De quelle manière ? En 2008, on voit bien qu'il y a des décisions qui ont été prises, notamment sur l'obligation de se décréter et d'informer 48 heures mais ça fonctionne à pas, l'avance. Hein. Voilà, donc il y a ces mesures qui avaient été ça prises. Ça fonctionne pas justement du fait que cette grève est reconductible de jour après jour. Oui. Donc c'est là-dessus qu'il faut légiférer. Qu'il faut légiférer. Éventuellement. Moi, je ne sais pas. J'attends de voir s'il y a des propositions. Encore une fois, c'est facile de dire, nous on ferait comme ça, sans donner de détails. Mais moi, je ne souhaite pas qu'on supprime le droit de grève dans notre pays. Mais revoir la loi sur le service minimum ? S'il y a des propositions qui sont faites, qui permettent d'être plus efficaces pour limiter l'impact des grèves pour les Français pendant plusieurs semaines, moi je pense qu'il faut tout regarder sans tabou. Une question, vous parliez de constitution tout à l'heure, un point technique, un point de détail. Est-ce que vous seriez favorable à ce que la valeur du point soit inscrite dans la Constitution ? C'est une proposition de Jacques Attali notamment. Moi, je pense que ce qu'on a donné comme garantie, c'est-à-dire le fait que le point ne baisse pas dans la loi, c'est une garantie extrêmement forte. Le fait que le point soit revalorisé sur les salaires, qui serait aussi dans la loi, c'est une garantie extrêmement forte. Parce que les salaires progressent. Est-ce que ça pourrait être inscrit dans la Constitution ? Disons que, je veux dire, si on inscrit ça dans la Constitution, ça veut dire qu'il y a énormément de choses sans doute qu'il faudra inscrire dans la Constitution aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je suis pas convaincu que la nécessité soit de l'inscrire dans la Constitution. En tout cas, il me semble que le mettre dans la loi, c'est déjà une garantie extrêmement forte. Et surtout, donc confier la fixation aux partenaires sociaux avec une règle qui progresse au moins plus vite que les salaires, c'est déjà une garantie très forte. Alors avec dans ce contexte aussi, Gabriel Attal, vous l'avez vu, vous le savez, les oublis entre guillemets de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, est de plus en plus fragilisé par ses omissions, 13 omissions dans sa déclaration d'intérêt, donc une déclaration qu'il a faite avant de devenir haut-commissaire aux retraites, c'est-à-dire avec rang de ministre. Au-delà, donc Jean-Paul Delevoye est fragilisé, très fragilisé. Est-ce que c'est pas l'ensemble du gouvernement et éventuellement le projet de loi qui sont fragilisés ? Jean-Paul Delevoye l'a dit, il s'est planté dans la rédaction de sa déclaration d'intérêt. Il s'en est expliqué. 13 plantages. Il s'en est expliqué, il s'en est excusé. Il a dit, et moi je n'ai absolument aucun doute sur le sujet, qu'il était de bonne foi, qu'il aurait dû plus attentivement préparer cette déclaration d'intérêt. On parle de fonctions, vous disiez 13 fonctions, on parle de fonctions bénévoles dans des organismes surtout caritatifs. Pour une ou deux d'entre elles, où il était payé plus de 50 000 euros par an. Effectivement, il y avait une rémunération. Bon, il s'est planté dans la rédaction de sa déclaration, il l'a dit. À partir de là, est-ce qu'on considère qu'il a eu une volonté de dissimuler des choses ? Non. Il était de bonne foi, il n'a rien cherché à dissimuler. 2, est-ce que ça l'empêche de porter la réforme des retraites ? Moi, je ne le crois pas. C'est lui qui l'a construit avec les organisations syndicales. Moi, je ne le crois pas. Est-ce qu'il peut porter cette réforme ? Je le pense. Il l'a construite avec les organisations syndicales. Il a travaillé pendant 2 ans sur le sujet. Il a notre confiance, il a la confiance de la majorité. Donc, moi, je souhaite évidemment qu'il puisse la porter. Si vous étiez à sa place, vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse, est-ce que vous seriez resté au gouvernement ? Alors là, moi, je me projette jamais dans ce genre d'hypothèse. Parce qu'on a du mal quand même à le voir rester au gouvernement, demeurer au gouvernement à l'issue de la crise. On se dit, c'est sans doute pas lui qui portera le projet devant les assemblées. Il a dit lui-même que s'il considérait qu'il était entravé, qu'il entravait la possibilité pour le gouvernement de porter ce projet, il en tirerait les conséquences. Il l'a dit lui-même. Il a dit qu'il avait envisagé de démissionner. Oui, mais il a eu ses déclarations. Et Jean-Paul Delevoye, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, d'extrêmement loyal. Et moi, je le dis, aujourd'hui, on a besoin de lui pour porter cette réforme. Il la connaît parfaitement, il l'a construite à travers des centaines de réunions avec les organisations syndicales. Encore une fois, il s'est expliqué, il s'est excusé, il a corrigé ce qu'il y avait à corriger. Et je pense maintenant qu'il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, mais vous n'excluez pas que d'ici quelques semaines, il ne soit plus membre du gouvernement. Et moi, je ne le souhaite pas. Mais est-ce que vous l'excluez ? Par définition, je ne prends pas les décisions. Je ne suis ni Jean-Paul Delevoye, ni le président, le Premier ministre, mais je ne le souhaite pas. Alors, en tout cas, vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse auprès du ministre de l'Éducation. Donc, vous êtes aussi associé aux négociations, aux discussions, aux rencontres éventuellement avec les enseignants, les syndicats d'enseignants. On n'a pas très bien compris ce que vous proposez, en tout cas ce que Jean-Michel Blanquer et le gouvernement proposent aux enseignants dans la perspective de la mise en œuvre de la réforme des retraites. Augmentation de salaire ou pas, augmentation, si c'est le cas, de salaire pour tous ou uniquement pour ceux qui seront impactés par la réforme.
Alors, ce qui est très clair déjà, c'est qu'on a une réforme par points qui a été annoncée dans ses principes par Jean-Paul Delevoye avant l'été et immédiatement... Avec un oubli, les conséquences pour les enseignants. Ah mais aucun oubli, puisque dès que la réforme a été annoncée, on a immédiatement pointé du doigt que ça aurait un impact très fort sur les enseignants. Pourquoi ? Je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément suivi tous les détails. Aujourd'hui, la retraite des fonctionnaires est calculée sur les 6 derniers mois. Là, on passerait à une prise en compte sur l'ensemble de la carrière et du coup, on intégrerait les primes que reçoivent les fonctionnaires, ce qui ferait que l'effet serait neutralisé, qu'il n'y aurait pas de baisse des pensions, sauf que les enseignants perçoivent beaucoup moins de primes que les autres fonctionnaires. Entre 4 et 9%, si je me trompe pas. Donc ce qu'on a dit dès le départ, c'est qu'avec le système brut tel qu'on l'a imaginé, les enseignants perdraient dans leur retraite. À partir de là, si on a fait la transparence, c'est parce que tout de suite, on a dit qu'il fallait prendre des mesures pour compenser ces pertes. Et donc ces mesures, c'est quoi ? C'est une augmentation de la rémunération. Donc oui, c'est... Augmentation de la rémunération, combien, quand et pour qui ? Alors, déjà, ce que je veux dire, c'est que nous, on a pris une décision depuis qu'on est arrivé en 2017, c'est de revaloriser régulièrement la rémunération des enseignants. Alors moi, j'entends que certains disent que c'est pas assez. Oui, parce qu'on précise les choses. Hein. Rémunération, augmentation de la rémunération des enseignants, 300 € par an, ça veut dire 25 € par mois. C'est ridicule. Ce qui a été voté dans le projet de loi de finances pour 2020, c'est effectivement une augmentation de la rémunération qui fait suite à d'autres... Parce qu'ils vous demandent 300 € par mois. Hein. Qui fait suite à d'autres qui sont intervenus auparavant. Donc, il y a, en moyenne, ça fera 300 € en plus par enseignant sur l'année. C'est 850 millions d'euros qui permettent ça. Donc, on voit bien qu'il y a 1 million de personnel dans l'éducation nationale. Donc, on voit bien que pour augmenter les rémunérations, on arrive sur des masses budgétaires qui sont considérables. Mais on a pris cette décision. Je rappelle qu'on a aussi pris d'autres décisions pour augmenter, par exemple, la rémunération des enseignants qui enseignent en REP+, c'est-à-dire dans les territoires les plus difficiles. On veut attirer des enseignants. C'est de l'ordre de 1 000 € par an, si je ne me trompe pas. Hein. Ah non, c'était 1 500 € par an avant notre arrivée. On est passé à 3 500 €. Et on sera bientôt à 5 500 €. Donc on voit qu'il y a un engagement extrêmement fort sur ces Mais alors, attendez, par rapport à la réforme des retraites. Donc juste, ce que je dis, c'est qu'il y a cette augmentation, entre guillemets, naturelle, parce que c'est notre choix. Alors, on pourrait souhaiter que ça soit plus fort et que ça aille plus vite, mais en tout cas, de la rémunération de tous les enseignants. Ensuite, on a la question des retraites, qui va être concernée par une potentielle diminution de leur retraite. Donc c'est la génération 75. Hein. Ceux qui sont nés après 75 et plus fortement encore ceux qui démarreront prochainement là, c'est-à-dire ceux qui sont en début de carrière. Et on sait que c'est là qu'il y a le plus gros rattrapage à faire aujourd'hui dans la rémunération des enseignants. Et donc c'est effectivement sur eux que se concentreront les augmentations de rémunération. Donc l'enveloppe de 400 à 500 millions d'euros, ça concerne uniquement ceux qui rentrent qui débutent leur carrière aujourd'hui ou ceux qui sont issus de l'après-génération. C'est les premières années, puisque c'est là où les rémunérations sont les plus faibles et c'est ce qui explique du coup, ce qui expliquerait une baisse de la pension, une baisse des pensions de retraite. Et c'est là-dessus que vont être concentrés les moyens. Avec dans le cas où justement seuls seraient concernés ceux qui sont impactés par la réforme ou qui seront impactés par la réforme, un effet collatéral qui risque d'aviver les tensions au sein de l'éducation nationale dans la mesure où un enseignant en tout début de carrière pourrait avoir un salaire supérieur à un enseignant en milieu, voire en fin de carrière. Comment vous faites pour régler ce problème ? C'est pour ça que les choses doivent se faire très finement et se faire avec les organisations syndicales représentatives des enseignants. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on va continuer à augmenter l'ensemble du personnel enseignant. Les augmentations pour supprimer l'impact de la réforme des retraites doivent se faire de manière très fine avec les organisations syndicales. Dès le début de la semaine, Jean-Michel Blanquer va revoir les organisations syndicales. Et dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, on va avancer de manière très fine pour que les choses se passent le mieux possible. Alors, on parle depuis le début de cette émission bien de ce conflit autour de la réforme des retraites. Est-ce que le contexte social est toujours aussi inflammable un an après les Gilets jaunes ? Est-ce que tout peut imploser, tout peut exploser ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a encore des colères et des inquiétudes dans le pays. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un mouvement social qui se fait à travers des organisations syndicales qui appellent à la mobilisation, qui certaines contestent le projet du gouvernement, d'autres en contestent certains points. On est revenu, si je peux dire, à une forme de mobilisation et d'expression d'une opposition
qui se fait dans des institutions de démocratie sociale telles qu'on les connaît en France. Et ça, moi, j'y vois un point positif, parce que ça permet de discuter, parce que ça permet d'avoir une représentation des colères, des inquiétudes des Français dans le cadre de représentation syndicale. Maintenant, oui, la France reste dans un climat tendu. Et toutes les mesures qu'on prend, toute la méthode qui est la nôtre, elle vise précisément à faire en sorte d'avancer dans la bonne direction. Alors, vous savez, on a fait le choix à l'issue du grand débat national d'adapter notre méthode avec ce fameux acte 2. Donc c'était la concertation, la négociation. On a l'impression que ça n'a pas été suivi d'effet. Ça a été suivi d'effet, puisque pendant 4 mois, on s'est donné 4 mois. Non, parce que quand on voit la décision d'Édouard Philippe sur l'âge pivot par rapport à la CFDT, il y a une concertation. Oui, ça a débouché quand on voit sa décision sur le fait que c'est plus à partir de la génération 63, mais la génération 75 que la réforme entre en vigueur, qu'on adapte sur la question de la pénibilité pour mieux la prendre en compte, pour permettre à des Français qui ont travaillé dur de travailler plus tôt. Les propositions de la CFDT ont été entendues. Mais oui, d'ailleurs de l'ensemble des organisations syndicales. Ce que je veux dire, c'est qu'on a donné le temps à la concertation et que c'était pas pour rien. Et qu'on a adapté notre projet. Et est-ce que vous direz que le quinquennat d'Emmanuel Macron se joue à travers cette séquence de la réforme des retraites et plus précisément dans les jours qui viennent? À chaque réforme, j'ai le sentiment que on dit que le quinquennat se joue sur cette réforme. Moi, je pense que si Emmanuel Macron a été élu et si les Français lui ont donné une majorité, c'est pour transformer le pays, pour faire de la France un pays qui se remet à produire, qui éduque bien ses enfants et qui est exigeant dans la transition énergétique et la protection du climat. C'est ça, pour moi, les 3 piliers de... Oui, mais si ça bloque sur la réforme des retraites, le quinquennat est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Mais cette réforme des retraites, on va la porter à son terme. On ne va pas retirer notre projet de réforme des retraites. Il était dans le programme du président de la République. Je n'arrive aujourd'hui à trouver personne qui considère que le système tel qu'il existe aujourd'hui est parfait. On entend parfois la CGT dire qu'on a le meilleur système au monde, mais ils le disent pas très fort, puisque les Français voient bien qu'il y a des inégalités très fortes. Et aujourd'hui, on a une perte de confiance massive dans notre système de retraite. Donc évidemment, il faut avancer, et on avancera avec notre projet. Alors, est-ce que dans ce contexte de mouvement contre la réforme des retraites, est-ce que ce contexte ne condamne pas la majorité à subir une défaite cuisante, une lourde défaite dans 3 mois au municipal? On rappelle que vous êtes candidat l'AREM à Vanves. Je suis élu sortant, par ailleurs, j'étais déjà conseiller municipal. Moi, je pense que les élections municipales, c'est des élections qui sont avant tout locales. On voit bien l'enjeu pour les Français. C'est comment est gérée ma commune, c'est des dimensions extrêmement concrètes de la vie de tous les jours, sur la petite enfance, sur le ramassage des déchets, sur... On est d'accord, mais est-ce que le contexte de l'opposition, de ce mouvement quand même assez puissant contre la réforme des retraites ne va pas peser dans 3 mois quand les Français mettront un bulletin de vote dans l'urne? Moi, je ne le crois pas. Encore une fois, je pense que c'est une élection qui est avant tout locale et que les Français... Oui, mais localement, vous n'existez pas. Les propositions... je peux vous dire qu'on existe. On a des... il n'y a pas beaucoup de maires. On a des marcheurs partout. On a des élus locaux qui... mais pas beaucoup de maires. Adhérés à En Marche. Oui, par définition, on aborde ces élections avec une forme de page blanche en termes d'histoire politique locale. On n'a pas de maire sortant. C'est pas pour ça qu'on n'est pas présent. On a un mouvement qui est très implanté localement, qui se prépare pour les municipales. On a énormément de candidats qui sont déjà en campagne. C'est des enjeux avant tout locaux. Si certains se disent qu'il faut faire campagne sur la question de l'opposition aux retraites aux municipales, qu'ils le fassent. Je ne suis pas sûr que ça ait un impact électoral très fort. Et dernière question, comment vous faites pour renouer au municipal avec la martingale gagnante d'Emmanuel Macron en 2017, et puis comment vous faites aussi pour renouer en 2022 avec le Macron de 2017? Sur les élections municipales, l'important c'est d'avoir des candidats implantés dans leur territoire, qui ont fait le diagnostic de ce qu'il fallait faire pour améliorer la vie des Français et qui fassent des propositions. C'est des élections qui sont très locales. Il ne faut pas perdre l'ADN qui est le nôtre. Et finalement, notre ADN progressiste et ce pourquoi on se bat depuis maintenant 3 ans. D'ailleurs, on aura l'occasion de faire, La République En Marche, dans les prochaines semaines, dans le courant du mois de janvier, d'annoncer des grandes mesures nationales qui incarnent ce qu'est La République En Marche au niveau municipal, pour montrer ce que c'est que un programme municipal au niveau national ? En tout cas, pour donner un cadre et montrer ce que serait
un maire La République En Marche au niveau local, avec des grandes propositions qui pourraient être prises par nos candidats sur la question de l'environnement, des espaces verts, sur la question de la sécurité, sur la question de la propreté, pour montrer en quoi est-ce qu'on apporte aussi des idées nouvelles. Et donc, est-ce que vous êtes toujours en capacité de renouer avec la Martha-Gall gagnante de Macron de 2017? Ça revient à poser la question de savoir si on est en capacité de convaincre les Français qu'on va dans le bon sens et que ce qu'on fait vise à transformer le pays pour se remettre à produire. Ils vous ont cru en 2017, ils ont cru Emmanuel Macron en 2017. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent encore le croire? Moi, je le pense. En tout cas, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'on se déplace beaucoup pour aller convaincre. Depuis 3 ans, on a créé, je crois, autour de 400 ou 500 000 emplois nets en France. Il y a 20 000 emplois qui ont été créés l'année passée dans l'industrie. Ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu des créations d'emplois nets dans l'industrie. Il y a aujourd'hui plus d'entreprises et plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment en France. On voit bien que la batterie de réformes qu'on a prise commence à porter ses fruits sur le marché du travail, sur l'éducation. Je le vois au quotidien, les mesures qu'on a portées dans les territoires difficiles avec le dédoublement des classes, c'est une révolution pour permettre à des enfants qui ont moins dans leur famille, dans leur environnement immédiat, d'avoir plus à l'école et de s'en sortir. Et sur la question environnementale, là aussi, on prend des mesures extrêmement fortes. Et l'enjeu pour nous, c'est évidemment d'ici à 2022 de convaincre les Français du bien fondé de ces réformes et du fait qu'on met le pays dans la bonne trajectoire et la bonne direction. Et vous êtes convaincu? Moi, j'en suis absolument convaincu. Sinon, je ne serais pas le dimanche matin à la radio pour en parler. Merci en tout cas, Gabriel Attal, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.